Frontières, la matinale, le réveil des idées. Bonjour à tous les deux, merci d'être avec nous pour cette rentrée de la matinale. On a décidé de vous accueillir ce matin pour parler justement de ces actualités qui effectivement font du bruit dans les médias ces derniers jours. On va commencer tout de suite. Nous sommes 10 ans après les attentats terroristes de 2015 ayant coûté la vie à 12 personnes dans les locaux de Charlie Hebdo. Notre Miss France, Angélique Angarny-Philopon, était interviewée sur Sud Radio la semaine dernière et à la question « Êtes-vous Charlie ?», sa réponse est surprenante. On écoute tout de suite. Vous êtes Charlie ? Je ne me prononce pas. Vous pourriez dire oui. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez qu'en France, on a le droit au blasphème ? Ça veut dire non. Ouais, je préfère pas. Je préfère. Non, ça veut dire non par rapport au blasphème ou Je préfère pas me prononcer. Vous voulez pas répondre ? Non. Au-delà de cette réponse de la Miss France, mais si on peut la commenter bien sûr, pour vous, 10 ans après, c'est un peu l'occasion de faire un état des lieux. Où est-ce qu'on en est des avancées et des reculs de l'islamisme par rapport à il y a 10 ans ? Est-ce que pour vous, il y a une menace physique présentielle qui est encore plus forte ou est-ce qu'il y a eu des avancées, des combats qui ont été gagnés ? Peut-être François Bousquet, si vous voulez commencer. Oh, il y a pas de montée dans l'horreur. L'horreur est toujours là. Quelle est la différence ? Oui, il y a une différence peut-être en termes de nombre de morts entre 2015, Charlie Hebdo, le Bataclan. Mais après, c'est des égorgements, c'est Samuel Paty, Domélie Bernard. Donc l'horreur est toujours présente, omniprésente. Néanmoins, pour quand même revenir sur cette Miss France, c'est quand même dans l'ordre des choses. Elle est là un peu pour faire tapisserie. Elle s'abrite derrière un devoir de neutralité. Le comité Miss France n'a jamais été neutre. C'est Miss Trans, ça c'est pas neutre. Ils ont exclu Alain Delon en 2013 parce qu'il s'était rapproché du Front National, c'est pas neutre. L'exclusion de Geneviève de Fondé n'est pas neutre. Mais cela étant dit, je suis quand même assez embarrassé par cette question. Je suis Charlie. Moi, je ne suis pas Charlie. Je n'ai jamais été Charlie, pour autant je ne suis pas Miss France, ni Miss Mélenchon. Je ne suis pas non plus Mélenchon, je ne suis pas Virginie Despentes qui a défendu les frères Kouachi. La question « je suis Charlie » est posée par les journalistes de manière menaçante et comminatoire. Elle est posée comme l'inquisiteur posé au relapse dans des procès d'inquisition « Êtes-vous chrétien ?» En gros, on demande la shahada. La shahada, c'est une profession de foi islamique. Là, on nous demande d'adhérer à un corpus d'idées et de dessins qui relève du stade plutôt anal du rire, contre lequel toutes les religions, en tout cas les religions monothéistes, ont fait valoir certaines réserves. Je rappelle que quand même ce journal présente le pape en train de sodomiser une chèvre ou une fillette. Il y a eu des unes où Urbi et Orbit, où Marine Le Pen est présentée comme un étron, et Cabu, paix à son âme, a quand même largement, pardonnez-moi le mot, mais il s'impose, dégueulé sur le beauf pendant 40 ans. Donc quand on me demande « je suis Charlie », je ne suis pas Charlie. Pour autant, je suis pour la liberté d'expression. Mais ces gens qui sont pour la liberté d'expression ferment C8, veulent fermer Twitter, ferment un nombre de comptes incalculables sur les réseaux sociaux. Jusqu'à 3-4 jours, ce que Mark Zuckerberg nous explique qu'il a arrêté la modération sur Internet. Déjà, ce terme de modération. Donc c'est cette question « je suis Charlie », pour vous répondre, après j'en finirai. Oui, l'islamisme est toujours là, il est de plus en plus puissant, de plus en plus relayé. La thèse de Jérôme Fourquet se vérifie tous les jours un peu plus. C'est une sécession silencieuse, une archipilisation. On l'a vu également avec les influenceurs algériens. Pour autant, cette question « je suis Charlie » m'embarrasse énormément. Aujourd'hui, je ne peux pas être Charlie, je ne peux pas cautionner un journal qui a représenté Jean-Marie Le Pen de la façon la plus dégoûtante pendant 40 ans. Avec de vieux monsieur conservateurs fatigués qui relèvent du pipi-caca. Parce que c'est du pipi-caca. Mais alors, j'ai envie de corroborer, est-ce qu'on combat l'islamisme en étant Charlie ? Est-ce que c'est ça la façon de combattre l'islamisme ? C'est toute la question. Cette Miss France, qui refuse de se positionner clairement sur le fait de savoir si elle est Charlie ou pas, n'a peut-être pas oublié qu'une partie du public qui l'a élue il y a quelques jours ne se reconnaît absolument pas dans Charlie Hebdo, en raison des caricatures qui avaient été faites de Mahomet. Et tout ça illustre le piège pervers dans lequel nous fait tomber le changement de population à l'œuvre en France. Et pour autant, je suis d'accord, quand on brandit a fortiori Charlie Hebdo comme le porte-étendard de la liberté d'expression, au nom de cette liberté d'expression, on devrait pouvoir dire dans un pays libre qu'on ne se reconnaît pas dans ce travail à mi-chemin entre l'extrême vulgarité
et le nihilisme. Et donc le problème en fait qui est soulevé par cette polémique de Miss France sur Sud Radio n'est pas tant qu'elle refuse de dire « je suis Charlie », que le soupçon que nous avons tous des raisons pour lesquelles elle refuse de dire cela. Mais à titre personnel, je n'ai jamais été Charlie non plus. On peut fouiller depuis des années, on ne m'a jamais pris à le dire. Et je pense sincèrement que la France a mieux à offrir à sa jeune génération que ces caricatures-là. Et quand Emmanuel Macron, au moment du décès de Samuel Paty, vous savez, Samuel Paty, je suis en contact très régulier avec sa sœur, Samuel Paty a été décapité à 300 mètres de chez moi. Donc je vois bien la difficulté. Mais quand Emmanuel Macron explique que l'essence de la France, ce sont les caricatures, eh bien il nourrit en fait les attitudes hostiles, les idéologies ennemies de la France. Parce que non, la France, elle vaut beaucoup mieux que Charlie Hebdo, elle vaut beaucoup mieux que ce travail. La France, c'est le Mont-Saint-Michel, la France, c'est cette culture millénaire, ce génie national qui a tant apporté à l'humanité tout entière. Et donc il faut dépasser en réalité la question de Charlie Hebdo, et d'une certaine façon, charlisme et islamisme procèdent du même nihilisme, procèdent de la même détestation de ce qu'est la France, et on ne devrait pas être condamné à choisir entre l'un et l'autre. C'est vrai que cette époque nous fait replonger dans une atmosphère où on avait des attentats très violents, on pense au Bataclan, Charlie Hebdo, avec beaucoup de morts. Finalement, aujourd'hui, on brandit la menace terroriste islamiste, mais elle semble quand même moins présente. C'est-à-dire que si on regarde depuis un an, on n'a pas vraiment... Le dernier attentat qu'on a vraiment en tête, c'est celui à Bir Hakeim, de ce franco-iranien. Mais en dehors de ce qu'on pourrait appeler des attentats du quotidien, peut-être, issus de l'immigration, la menace terroriste, elle semble finalement moins présente. On voit les Jeux Olympiques, ça s'est bien passé. On brandit souvent... On a l'impression qu'on arrive quand même à endiguer aujourd'hui, finalement, cette menace. Avec un dispositif policier qui est de plus en plus renforcé, un plan Vigipirate qui est maintenu. En réalité, l'état d'exception, désormais, c'est qu'est Vigipirate, et l'état normal de la situation policière et terroriste en France. Je pense au contraire. Oui, certes, 2015 a été une année noire. Ça a été vraiment l'année noire. Mais pour autant, les choses n'ont pas changé. On évoquait Samuel Paty, Dominique Bernard. Les problèmes dans les banlieues sont massifs. Le refus d'obéissance des élèves, l'enseignement est de plus en plus problématique, pas seulement en histoire, pas seulement en géographie. Dès que vous évoquez le mot église dans une classe de primaire, la salle je dis bien, je parle du primaire. En revanche, quand le mot mosquée apparaît de manière anodine, incidente, fortuite, la salle applaudit. Je parle de classe de primaire. Donc non, les problèmes sont toujours là. Ils se sont aggravés. Simplement, cette sécession est moins brutale en apparence. Pour autant, il y a une contre-société, une société parallèle, c'est ce que dit Fourquet. Il y a des sociétés parallèles qui sont en train de se mettre progressivement en place. Donc des États dans l'État, ou des Oumas dans l'État, parce que là, on parle de la question musulmane, avec des écosystèmes islamiques, qui sont des camps retranchés, des pays dans le pays, qui se sont enquistés. Vraiment, ça s'est enquisté. On voit qu'il y a de plus en plus d'ingérences étrangères. Peut-être en parlerons-nous pour le cas algérien, mais ça déborde très largement le cas algérien. Ce sont des ingérences marocaines, des ingérences fréristes, les frères musulmans, justement, c'est salafistes. Ça, oui, voilà. Les Turcs, c'est l'omniprésence, pas seulement en Allemagne, des Turcs en France. Donc ce sont des micro-communautés qui sont en train de se constituer et qui créent des pays en état de sécession. Donc les problèmes sont plus que jamais là. Justement, je poursuis, Rémi Tel. Est-ce que, pour poursuivre ce que dit François Bousquet, est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui dans une dimension plutôt sécessionniste, liée au frérisme, liée aux frères musulmans, plutôt qu'à l'époque 2015 où on avait des salafistes qui s'affichaient pleinement et qui finalement aujourd'hui se font griller directement par les renseignements et eux peuvent être facilement mis sous surveillance? Vous savez, la liberté ne peut se déployer que dans un espace culturellement homogène. Puisque si la culture ne régule pas les interactions sociales, c'est la politique qui doit prendre la suite. Et c'est la raison pour laquelle, oui, nous n'avons pas connu d'attentats massifs depuis quelques années, mais à quel prix? Regardez le dispositif de sécurité qui a été mis en place pendant les JO de Paris, où vous deviez présenter un QR code pour accéder parfois à votre propre domicile, où certains ont été bannis
de la capitale pendant la durée des épreuves, pour une simple compétition sportive. Et la présence d'allégeances multiples sur le territoire national cible directement notre liberté. Le monde, qui n'est quand même pas réputé pour son intransigeance vis-à-vis de la question islamiste et migratoire, rappelait hier par la voix d'un spécialiste qu'il y a sans doute plus de velléités djihadistes aujourd'hui en France qu'il y a 10 ans. Certes, les services de renseignement ont peut-être cassé le code, si vous voulez, l'algorithme à partir duquel prospèrent ces groupes, mais c'est une parenthèse. Et cette parenthèse prendra sans doute fin. Et si elle ne prenait pas fin, réfléchissons aussi au prix de ce phénomène multiculturel, d'allégeance multiples, et notamment vis-à-vis de l'islam, pour nos libertés et pour la liberté des Français. Encore une fois, la liberté ne peut se déployer qu'au sein d'un espace culturel homogène. François Bousquet, vous parlez justement des questions de respect. Je pense qu'on va pouvoir y revenir avec Jean-Marie Le Pen et les commémorations qu'on a vues ce week-end. Exactement, Jules. Malheureusement, mardi dernier, Jean-Marie Le Pen nous a quittés à l'âge de 96 ans, ce qui a été suivi par de nombreux hommages, plus ou moins dignes, on le sait. Dans la foulée, justement, Jordan Bardella a tenu à lui rendre un dernier hommage. On écoute tout de suite. Jean-Marie Le Pen était une figure de la vie politique française, sans avoir jamais été au pouvoir, a réussi à être à la fois un visionnaire et à influer sur le débat d'idées. Il s'est battu pendant très longtemps pour l'identité de la France, pour respecter le deuil de Marine Le Pen. Il faut surtout respecter aussi les gens lorsqu'ils ne sont plus là, ce que n'a pas su faire, je crois, la gauche. Et c'est bien dommage, mais ça dit beaucoup de sa vision de l'homme et de sa vision de l'humanité. La semaine dernière, on a vu des scènes de liesse, place de la République. On a vu aussi une journaliste du Monde qui essayait de s'introduire, qui s'est introduite d'ailleurs dans les commémorations de Jean-Marie Le Pen. On voit qu'il y a un imaginaire qui s'est construit d'une partie de la gauche autour de la question de Jean-Marie Le Pen. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de Jean-Marie Le Pen ? François Bousquet, allez-y si vous voulez. Sur le surréaliste, c'est l'islamo-gauchisme. On a eu les noces de l'islamo-gauchisme, les noces improbables, qui est comme une sorte de cour des miracles et de nef des fous. Place de la République, c'était fascinant parce que c'était des toughers. C'était à la fois une réunion islamiste et une rave party. On avait envie de rappeler aux rêveurs et aux toughers que si le 7 octobre ils avaient été en Israël, ils auraient été massacrés. C'est tout le paradoxe de l'islamo-gauchisme, des barbus et des bobos. C'est une alliance à front renversé, absolument improbable, qui est fondée sur un ultra-conservatisme musulman et une vision même plus libertaire, parce qu'on est au-delà de la question des libertaires. Moi, je suis un ancien Parisien. Je me rappelle qu'après les attentats de Charlie et du Bataclan, je suis du 11e arrondissement, les deux ont eu lieu dans le 11e arrondissement. La population du 11e arrondissement a massivement voté pour les islamo-gauchistes, en l'occurrence une coalition d'écologistes et de socialistes, en disant vous n'aurez pas ma haine. Ou comme le disait un chroniqueur belge après les attentats de Bruxelles, vous aurez des câlins et des craies. Et c'est marrant, c'est toujours fascinant, la haine de la destine à ce qu'ils appellent l'extrême droite, qui ne les menace pas, qui ne menace pas leur mode de vie, qui ne menace pas leurs mœurs, leur conception du monde, leur conception de la laïcité. Pour autant, c'est vis-à-vis de ce public-là qu'ils adressent leur haine. Là, pour le coup, et ça repose, cette gauche repose sur un triple mécanisme, moi, me semble-t-il. Moi, je les appelle les 3 D. C'est un mécanisme de déni. Il y a un formidable déni. L'islam n'est pas un problème. D comme délit. Si jamais vous dites que l'islam est un problème, c'est judiciarisable. On vous aura devant le tribunal. Et D comme délire. Le délire, c'était la place de la République, où je le redis, c'était des toughers et des barbus. C'est inconcevable. Au Bataclan, les barbus ont massacré les toughers. Donc ils font semblant de croire qu'il n'y a pas de problème. Donc en plus, je ne rajoute pas sur l'indignité de célébrer, de marcher sur un cadavre et de danser sur un cadavre. J'étais, moi, place de la République, j'ai pris quelques images et j'avais, moi, l'impression de voir, vous savez, les soirées de Cannes, de Coupe d'Afrique des Nations, où il y avait des drapeaux brandis, place de la République, drapeau algérien, drapeau palestinien, et qui mettaient en liesse, finalement, la foule de la République, qui vraiment s'extasiait devant des personnes issues de l'immigration qui brandissaient un drapeau algérien comme une revanche sur Jean-Marie Le Pen. C'est vraiment le ressenti brut que j'avais sur place. Rémi, vous, qu'est-ce que vous retenez de Jean-Marie Le Pen et des scènes de liesse que vous avez vues la semaine dernière ?
En la personne de Jean-Marie Le Pen, la France a perdu l'un de ses plus vaillants défenseurs. Il a été résistant à la Trinité-sur-Mer, lanceur d'alerte contre le communisme, puis contre l'islamisation de la société française. C'est un homme courageux, rappelons qu'il a échappé à 3 attentats, quand même, et qui a fait honneur à l'esprit français, dans sa façon de présenter ses idées et de manier la langue, et il y a fort à parier quand même que l'histoire saura lui rendre justice et reliera sous une lumière nouvelle les anticipations qui avaient été les siennes. Concernant les manifestations de joie place de la République, vous savez que les anthropologues font remonter les débuts de l'humanité au premier rite funéraire. C'est ce qui distingue l'homme de l'animal. Et d'aller cracher effectivement sur un cadavre, d'ailleurs qui n'est pas mort au combat, il est mort de vieillesse. Eux, dans 10 ans, ils seront tous décédés d'overdose ou de suicide, parce qu'ils ne supporteront pas la société telle qu'elle aura évolué, mais il est mort de vieillesse, Jean-Marie Le Pen, en dit long sur la dissolution morale, intellectuelle et même la décivilisation à l'œuvre aujourd'hui. Ça vaut pour les décérébrés de la place de la République, ça vaut aussi pour la journaliste du Monde qui s'est introduite dans l'église de la Trinité-sur-Mer, alors que la consigne de la famille était claire, il fallait que la cérémonie puisse avoir lieu dans l'intimité, la plus stricte intimité familiale. Donc d'une certaine façon, pour une partie quand même, d'une génération, la boucle est bouclée, si vous voulez. Et là, c'est un écho au processus d'ensauvagement qu'on compte plus rien, si vous voulez. Et c'est pour ça que tout à l'heure on parlait de Charlie Hebdo. Charlie Hebdo consacre aussi cette désacralisation. Si vous voulez, c'est le culte du goguenard. On peut rire de tout. Plus rien n'a d'importance. Plus rien n'est sacré. Plus rien ne mérite un peu de retenue. Voilà, un homme, ça se retient. Vous connaissez tous la phrase fameuse d'Albert Camus. Est-ce qu'on avait encore vraiment affaire à des hommes dignes de ce nom, place de la République? Je ne le crois pas. Et Rémi, vous mettez le doigt sur un sujet intéressant. Vous avez essayé de nuancer le parcours de Jean-Marie Le Pen à l'aune de ce qui est présenté dans les médias. Et c'est peut-être aussi ça qui est très difficile aujourd'hui. C'est lorsqu'on débat avec quelqu'un de qui était Jean-Marie Le Pen, en fait, c'est d'arriver à un moment et de s'accorder sur des points factuels et de dresser un portrait un peu plus nuancé de la personne. On est vraiment sur la personne qui a été peut-être la plus diabolisée de la Ve République. Oui, c'était le grand Satan. Jusqu'à ce que Éric Zemmour n'arrive dans l'arène. Hein. Après, il y a débat sur le petit et le grand Satan. Voilà, il débat entre le petit et le grand Satan. Marine Le Pen aussi fait un très beau Satan. Sur Jean-Marie Le Pen, il faut peut-être attendre un tout petit peu parce qu'il a été à la fois un pionnier. C'est lui qui a préfiguré, qui a annoncé cette irruption du populisme sur la scène politique. Hein. En même temps, il a toute la grandeur et les limites du populisme. Moi, j'ai toujours voté Jean-Marie Le Pen. Quand j'étais jeune, j'allais au meeting de la Mutualité. C'était un showman d'exception. Vraiment sur scène, c'était exceptionnel. Hein. Et il cochait toutes les cases du populisme. Hein. Il avait un langage de charretier, mais au plus que parfait du subjonctif. Il arrivait à passer de l'un à l'autre. Hein. Comme beaucoup de leaders populistes, je pense à Bernard Tapie, à Berlusconi en Italie, sinon même à Donald Trump. Hein. Il y a une articulation entre un registre plébéien, faubourien, donc le langage de charretier, et puis en même temps, c'était un millionnaire, hein, comme Berlusconi, comme beaucoup d'autres. Hein. Donc ça fonde à la fois sa grandeur et ses limites. Les limites, c'est quoi ? C'est le 21 avril 2022. C'est qu'il y a 17% des Français qui ont adoré la séquence, hein, le scénario, mais il y a quand même 83% des Français qui l'ont détesté. Et c'est à partir de là que Marine Le Pen reprend ce parti-là pour essayer d'en faire un parti de gouvernement. C'était un parti qui n'offrait aucune perspective de pouvoir, hein, et pour cause, hein, c'est un travail de brise-glace. Hein, Jean-Marie Le Pen a déblayé le terrain, un travail de pionnier, mais à un moment donné, le parti tel qu'il le concevait, sous une forme purement populiste, c'est-à-dire protestataire, contestataire, hein, plafonné à 15-17%. Donc il a fallu doubler les voix, ce que fait Marine Le Pen. Hein. Elle a hérité d'un capital. Hein. Ce capital, il est patronymique, c'est le nom Le Pen, hein, et elle l'a fait fructifier, semble-t-il, magnifiquement. Rémi Tel ? Oui, la France est orpheline avec le décès de Jean-Marie Le Pen, mais la gauche aussi. Puisque il était leur raison d'être. Et Philippe de Villiers a merveilleusement résumé les choses en expliquant que depuis 40 ans, au fond, tous les hommes politiques, Jean-Marie Le Pen a empli la scène politique à lui tout seul, puisque tous les hommes politiques se sont positionnés en réalité par rapport à lui.
Et les lendemains, sans doute, ne chanteront pas pour ces gens-là, puisque il était la justification de leurs excès, de leurs outrances, de leur paresse aussi, puisque la gauche a cessé de penser avec Jean-Marie Le Pen. Il servait de repoussoir, et il était en lui-même un argument pour eux, ce qui signifie que peut-être qu'au bout du bout, ce sera plus dur encore pour eux que pour nous. Oui. Ce que vous dites, Rémi, me fait penser, vous savez, à ce que disaient les soviétiques après la chute du mur, disant aux Américains, nous allons vous priver d'ennemis. La capacité du système à les recréer fera que je suis sûr que dans les jours qui viennent, on va trouver de nouveaux diables qui viendront enrichir la galerie de l'extrême gauche. Et si on parle d'ennemis, c'est intéressant, on va finir avec ce dernier sujet. Vous savez, je vous racontais que Place de la République, je voyais toutes ces personnes issues de la gauche qui vraiment s'extasiaient devant un drapeau algérien. Aujourd'hui, on a quand même un ennemi qui se dessine, c'est un adversaire, ça dépend comment on voit les mots, mais c'est quand même l'Algérie. On a vu cette question de l'influenceur qui a été renvoyé. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, sur notre relation algérienne? Est-ce que l'Algérie, aujourd'hui, est notre ennemi, oui ou non? Est-ce qu'il y a peut-être une inconscience, quelque chose qui n'est pas traité encore vis-à-vis de nos deux peuples? Comment est-ce que vous considérez, vous, cette question algérienne à l'aune du fait de nos relations diplomatiques actuelles avec l'Algérie? Je crois que l'Algérie peut se permettre de parler comme elle parle à la France pour deux raisons. Elle a deux leviers de puissance en réalité contre nous. Premièrement, sa diaspora, quasiment 2 millions de personnes. Il en faut 100 fois moins pour fomenter une révolution, une déstabilisation d'un État-nation. Deuxièmement, la question du gaz. Et à cet égard, le conflit russo-ukrainien nous a volontairement, puisque c'est un choix de politique publique, rendu davantage dépendant de l'Algérie. Vous savez que l'Algérie est aujourd'hui notre deuxième fournisseur de gaz, et que c'est la raison pour laquelle ils peuvent nous toiser comme ils le font. Ces deux leviers ne nous laissent pas dans l'impuissance complète. Sur le volet diaspora, un certain nombre de solutions ont déjà été esquissées, que ce soit sur le blocage des visas, que ce soit sur le blocage des fonds qui transitent entre la France et l'Algérie. Il y a sans doute beaucoup d'autres options à mettre sur la table. Et puis concernant le gaz, c'est la responsabilité du pouvoir macronien. Moi, ça me fait quand même beaucoup rire, si vous voulez, d'entendre Gabriel Attal expliquer qu'il faut dénoncer les accords de 68. Et effectivement, il faut mettre fin à l'accord franco-algérien de 1968. Je vous rappelle qu'en novembre 2020, Gérald Darmanin a été plié le genou devant, je cite, c'est son expression, les martyrs du FLN. Et la difficulté de l'Algérie, si vous voulez, qu'a connu l'Empire chérifien, l'Empire ottoman, l'Empire français, c'est que la nation algérienne, désolé de le dire de façon aussi brutale, n'existe pas. Et elle n'existe qu'à travers nous, en réalité. Et la France sert de tranquillisant identitaire au pouvoir algérien. Cette situation doit changer. Mais elle doit changer, et dans la mesure où on peut faire évoluer les choses en Algérie, et sans doute que nos services y travaillent déjà, il faut le faire quand même avec prudence, parce qu'aujourd'hui on sait à qui nous avons affaire. N'oublions pas non plus que les islamistes sont juste derrière. François Bousquet, sur cette difficulté à penser l'ennemi, là on voit que certains voient l'ennemi en Jean-Marie Le Pen, mais pas dans la question algérienne. Oui, ou Elon Musk, pour ce qui concerne le cas Macron. Bientôt Zuckerberg. Bientôt Zuckerberg. Comme le disait Rémi Tell, cette question algérienne est quand même fascinante parce qu'on a un pouvoir macronien depuis 2017 qui a des leviers. Pour le coup, il n'y a que le président qui peut révoquer cet accord de 68. Il est très loin de vouloir le faire. Gérald Darmanin l'a ressorti le gentleman agreement entre Kouchner qui remonte à 2007 et son vis-à-vis algérien qui permet donc de faire l'impasse de visa diplomatique pour la nomenclatura. Gérald Darmanin est fascinant, moi je trouve, il me fascine. Je ne sais plus qui disait, Gérald Darmanin a une qualité, il est malin, et il a un gros défaut, c'est que ça se voit. Ça se voit tellement qu'un jour il est Moussa, et de manière manifeste. Et il nous explique que c'est Matteo, Jordan et Kylian, que sais-je, qui fait les émeutes l'an dernier, quoi. Et le lendemain, il est anti-Moussa.
et il va attaquer le pouvoir algérien. En réalité, on ne fera rien. La preuve par Bruno Retailleau. Retailleau, avec sa voix fluette, tient un discours ferme, mais auquel personne ne croit. Et lui-même n'y croit pas parce qu'il n'a aucun levier de pouvoir. Les leviers, c'est l'UE. On parle des subventions qu'on donne à l'Algérie. Oui, on en donne, mais c'est dérisoire par rapport à ce que donne l'UE. Donc tout ça relève de la compétence de la présidence Macron. Et il n'y a aucune raison que Macron revienne en arrière. Il a donné en Algérie le fameux entretien où il disait que c'est un crime contre l'humanité, que la culture française n'existait pas. Donc il y a vraiment, à moins d'un changement de pouvoir et de majorité, et on n'en est pas là, rien n'évoluera. Mais de fait, oui, on a un problème algérien considérable en France. La question d'ennemi se pose, pas de l'adversaire mais de l'ennemi. Les influenceurs qui ne sont pas des influenceurs, ce sont des agents d'influence du pouvoir algérien, menacent très directement la France d'égorgement, de viol, de sécession, de répression en Algérie. Donc on a un problème massif avec l'Algérie. Sur la question de savoir si on est 2 millions, c'est quand même, là aussi c'est un sketch. Je vous rappelle que le président algérien disait qu'il y avait 6 millions d'Algériens en France. On n'arrive pas à l'estimer. On ne sait pas combien il y a au million près. C'est fascinant. Au million près, on ne sait pas combien il y a d'Algériens en France. Donc oui, on a un très gros problème avec l'Algérie. Justement, on en parlera tout à l'heure avec notre invité de l'interview frontale, Pierre Lelouch. Mais d'abord, je voulais vous remercier d'avoir été avec nous ce matin. Merci, on espère vous revoir très bientôt. On prend une pause désormais dans Frontières, la matinale. Restez avec nous car dans un instant, Guillaume Fouquetot vous présentera sa première revue de presse. À tout de suite.